depending on what part of the world you're dialing in from today. My name is Frank Gistalti. I'm with the Medical Alley Association, and I'm so pleased that you're joining us today for what is both our last and our first of the webinar series between Medical Alley, Investment Quebec, and the Quebec delegation in Chicago. We're so glad you're spending a little bit of time with us. I'm going to give you a presentation in a minute, but before we do that, I'd like to introduce my partners in this activity, Rachel and Rock from Investment Quebec. Maybe if you want to say just a quick welcome to our guests today. Hi everyone, so pretty happy to be there and to have such a great audience. So Rachel Banville, je travaille avec mon collègue Roch Paquette pour Investissement Québec International, direction des États-Unis et en appui aux entreprises du secteur de la santé. Donc, bonjour à tous. Hi everybody. Wonderful, thank you. So as we're going through this, we're going to have two presentations. There's a Q&A function that's set up. If you have questions at any point during the presentation, pop it into the Q&A. The three of us will be watching it, and we'll pull those questions into the dialogue right away. So yeah, don't hesitate. Just start typing them in as you have them. And with that, I'll bring up my presentation and start the dialogue. Give me one moment here. Is the fun thing with the Zoom, make sure the share screen works. Okay, that's looking good. Just gonna maximize it. There we go. All right, so folks, as I go through this, I'm gonna be talking about some of the most common challenges that we've observed when non-US companies come into the US market. Some of the assumptions that get made that aren't always right, some of the challenges that are confronted, and things you can do to avoid those challenges or overcome them and have a higher odds of a successful business. Again, as you have questions, just use the Q&A function and we'll pop those in. Before I tell you about some of the challenges, just in case you're not familiar with where I'm dialing in from today, I'm in Minneapolis, Minnesota. We're usually most well known for three things. Prince was born here, raised here, lived here. We make the best apples on earth, and I'm not kidding. If you haven't had a Honeycrisp apple, do yourself a favor, get one. And we have the Mall of America, which pre-pandemic was the single most visited place in the United States of America, more than the Statue of Liberty or the Grand Canyon. I don't know what that says about Americans or about people who come and visit here, that a giant suburban mall was the place, but that's it. But we're also known for our healthcare cluster. This is the home of Medtronic, of Mayo Clinic, of United Health Group, and many other healthcare companies that gives you a set of resources you can tap into when you're entering the US market. Even if you're not setting up here as a business, there often are the people, the expertise, and the knowledge that you might need in order to help bring your business to market faster. In total, it's about 15,000 different healthcare companies. We're a state of about 5.5 million people, so we're not a big state, but we're highly concentrated in this industry. All right, that's enough about Minnesota and about the Medical Alley community. The part that's more important for your work is understanding how to enter the US market and avoid some of those challenges. Caveat I always give, I'm not a med tech or a biotech person. I'm a trade person. I have the pleasure, though, of working with so many companies like yours. And I listen, I learn from your challenges. So these are my observations and our team's observations from having seen thousands of companies that have entered the US market, some successful, some not. And here's what we're going to talk about. These are the common mistakes that we see. And in each one, I'm going to talk about what the mistake is, and then some of the things you can do to avoid or overcome those challenges. The first one, and the single most common and the single most deadly, is failing to validate a market in the US. You may have a commercial product in Canada, in Europe, all over the world. The US market is fundamentally different, and if you haven't done the work up front to validate that there is a real, actual, profitable market in the US, you may find out there is not a real, actual, profitable market, or not one that you can address with your product
and then confront a lot of challenges, namely no market, no business, no company. What do? You need to validate that there's a market before you launch. I highly, highly encourage companies well before they look at regulatory reimbursement, get a distributor, even before they visit. Find professional help, set up calls with your target customers, and validate your assumptions. Who are the real customers? Do they want to buy what you're selling? Can they buy it at a price that you can make a profitable business? And know that within the healthcare system in the US, there are a lot of different kinds of customers. You may think, I want to go to the Mayo Clinic. It's a great health system. I want them as a customer. They may be a great customer, but most hospitals are not like the Mayo Clinic. If Mayo can buy it, that may mean another health system can't, because Mayo gets $1 billion a year of donations to help fund new innovations. Most other health systems do not. The second challenge we see, and it's the second most common one that we see, is discounting the cost of change. Oh yeah, and to the question of the recording, yes, the recording will be available for everyone afterwards. So yep, if you miss something or if you want to share it, you will get that. Great question. We often see companies think because they've made something that's better, that people will adopt it. That you develop a new surgical tool and the doctor will naturally gravitate to using your surgical tool. Completely untrue. Change is hard. If you've ever tried to start exercising or go on a diet, you get this. Now imagine you're a surgeon that's practiced a certain way for 40 years, or you're a health insurance company that has software that is hard-coded to your systems to process information in a certain way. If you develop a product that requires a change in behavior, it's going to take work. And that work is going to need to demonstrate that the change is worthwhile. Do I get a big enough improvement to justify changing what I've done before? And you're going to need to assume it will take time. And I promise you, it always takes longer and costs more than you think. Even if you've done it 100 times before, it always costs more and takes longer than you think. So what can you do? I think the first and the most important thing is to either work on something that's truly big and make a big change, right? If you can reduce mortality by 50%, that's a big change. Whereas if you make an incremental improvement in a small thing, maybe it's not worthwhile. Or I quite commonly see you've come up with a different way of doing something, but it's not actually better, it's just different. The other approach is you can find niches where, yes, it's small, but you can make a substantial change in that small market, and that can then create momentum to develop in the next market, and the next market, and the next market. But most importantly in all of this, you have to learn what actually matters to your stakeholders. We see it all the time where a smart doctor or scientist or engineer develops a product that solves a problem they have, but it's not a problem that other doctors or scientists have, or it's not a problem that they care enough about to change. You need to understand, what does your customer actually care about, and invest in solving for their problem. The next one that we see a lot is assuming that because you save money, that people in the US will get excited. We get healthcare here is very expensive and we'd like to reduce the cost. But here's the thing, savings from somewhere are someone's revenue. Whose revenue are you taking, and are they now a problem? Are they now a barrier to adoption of your product? The other problem that comes up a lot is we see a lot of companies that don't prove that they save money in a US context. There is no one in the US market that will accept your assumptions about savings. They hear it all the time. This will make you more efficient. This will cost less. This will improve outcomes. Prove it. I had an old boss who was a general manager at Medtronic, ran $1 billion business unit. His mantra was, trust God, everyone else bring data. If you can't demonstrate in the customer's setting that you save money,
then you don't save money. What can you do? Well, you need to understand value. Don't necessarily get hung up on saving money. Understand where the value is created. And that may be savings, but it may also be you then create new revenue opportunities. And understand who the stakeholders are and what their incentives and their motivations are. You may have multiple value propositions for the different stakeholders. How you sell it to the doctor may be different than how you sell it to the hospital administration, how you sell it to the patient, and how you sell it to the insurance company. And you've got to come up with a value proposition that solves for that very complex equation of multiple stakeholders that oftentimes are not enemies, but at each other's throats. One side wants to get the revenue in, one side wants to save the money. How do you make both sides happy? The next one, and this is one that US businesses make the mistake of as well when they go into OUS markets. They make assumptions about the way the US market operates as being similar to their own market. There's a whole bunch of things about the US that make it very different and quite odd relative to the rest of the world. We do have a public healthcare system that has universal health insurance with a single payer. It's called Medicare. So if you're over the age of 65, you have universal single payer healthcare. If you are indigent or low income, you also have universal healthcare called Medicaid, but it is multiple payers. If you don't fit in those two categories, then you're probably in the private pay market, which is usually a mix of individual contributions and the employer. And then there's a significant portion of the population that still does not have any insurance at all. Each of those segments has different incentives, different problems, different buying behaviors. So if your product is going to solve an issue that is in, say, a 45-year-old male, okay, you're probably in the commercial market. That's going to be a very different business than if it's a 65-year-old male with the same healthcare problem, because they're going to have a different insurance setup. So you need to understand who your real end customer is and what market they're in, and what that patient journey and patient flow is, or if you're in, say, digital health enterprise software, how their business operates in different segments. If you're selling to a health plan, they might have a government business, they might have a private business, they might have a self-insurance business. Each one of them is going to make different decisions about what products they want to pay for or they want to use, because they have different incentives based on the insurance setup. The next one that we see is the platform technology problem. No one in the US buys a platform. They buy a solution to a problem. So if you approach investors or potential customers and you go, we have a platform technology that can do all of these amazing things, you should expect to not get a response to your email or not get a follow-up meeting. And it's not that you don't have something that could be a breakthrough technology. It's that the entire US healthcare system is organized around solving specific problems in specific diseases. When you get FDA clearance or approval, it's for an indication for use. You might have one device that has 5 indications that are different FDA clearances or approvals because it is an indication for this disease or this treatment, and then a different indication for that disease. Same thing for reimbursement. No one pays for a platform, they pay for a specific activity. So you need to take your platform and show that there are specific uses in the US market for that product if you expect to get FDA, to get reimbursement, to get sales. So what can you do? You pick a target market. Having a platform can be advantageous because you could have multiple markets over time, but initially you need to prioritize. You can't focus on everything and expect to be successful in anything. So picking that initial market and saying, okay, this is the place we want to start, where we want to land and expand, you'll often hear business people say, building up that, and then using that revenue to fund going into another market and another market.
The one that probably people bring up the most often, but is not the most important problem that you'll encounter, is insufficient capital. The US market is expensive. It is also very large. We sometimes see companies, especially in Europe, they'll think that if they're in the US, that they can get to any hospital, any health system very easily. But it takes as long to fly from Minneapolis to London as it does to fly from New York to San Diego. Right? You can spend a lot of time and a lot of money trying to get around the country, which means you're going to need to be well capitalized. But here's the thing. It's not just about raising money. Everyone approaches it, or often approaches, as let's go raise more money and let's raise from US investors. That's a very difficult thing to do. Venture capital funds less than 1% of all business in the United States. But it's also not the only way you can approach the market. So no one actually launches in the US. They launch in a specific region, sometimes at a specific hospital or health plan. If instead of going a US launch, you narrow your target to a specific customer site where you can generate initial revenue and then use that revenue to fund continuous expansion into new markets, you may be able to do a US market launch without having to go and raise 10, 20, $100 million to fund that development. And I tell you, if you want to do a full US market launch, it may be $100 million. We had this morning, one of our member companies, Saluda Medical, raised $125 million for the sole purpose of funding their US market launch of one product. So to do a full US launch, one product, they raised $125 million. If you can do that, fantastic. If that's not in the cards, narrow your target, land and expand. I highly encourage reading the book Crossing the Chasm that walks through this sort of process of landing and expanding in markets. The next one we see, although I will say thankfully this is becoming less and less common of an issue, is discounting reimbursement and overemphasizing the FDA. FDA matters. You need a clearance or you need an approval to legally sell. But if you have a product that is going to need reimbursement and you don't figure that out early on, you can run into serious, serious challenges. We've had it happen where companies go all the way through the FDA process only to find out that the reimbursement for their product is insufficient. At that point, they have to start all the way over because your FDA approval or clearance is often going to lock you into a certain type or level of reimbursement. So if you don't figure that out early, you're going to have a lot of challenges, and it's much more complicated than FDA. FDA is still difficult, but they have made their process much more rational and predictable, whereas reimbursement has become more complex. So this is an area where I just tell you straight up, if you aren't an expert in it, go and hire one. Get a consultant, hire a person. Don't mess around with this. It's one of those gating features where you either get it right or you don't have a business. And so it's not the kind of thing you want to skimp or do a small budget on because it will drive the growth of your company. We then also see quite often a discounting of distribution with an overemphasis on R&D or on new product development. Sales is expensive generally, but particularly in the US market where the market is very large, it is highly competitive, and it's just a lot of opportunity, right? So you're going to want to have sales reps or distributors that are making a ton of money. Because if they're making a ton of money, that means they're selling your product. But that also means you have a lot of money going out the door. And we see companies all the time who think all I got to do is get a distributor and it'll take care of itself, only to then find out how much work and how much cost goes into managing the distributor relationship in order to get the effective sales. It's not just to hand it off and go back to R&D. So what can you do? The first and most important thing is to go all the way back to the beginning and do that market assessment. If you're able to prove that there is a great market out there for what you're doing,
and then you take the right steps to get FDA, to get reimbursement if applicable, to define a narrow targeted market where you can launch, generate traction, work out the kinks, and prove what you're doing, you'll have a much easier time building a successful sales strategy. This is also where I say thinking about the US, and particularly post-pandemic where we're in so much more of a remote and a hybrid environment, thinking about how you distribute team to be most effective, right? So we'll see a lot of times companies want to go to a Boston or a San Francisco, amazing cities, but highly expensive, and they're specialized in certain areas. You know, if you're going to San Francisco and you're in medical device, I probably would want to be in certain parts of like interventional, like ENT, right? They do a ton of companies that are working, you know, above the neck with interventional devices. Whereas if I was doing an active implantable, I'd want to be in Southern California or in Minnesota. But where you're going to find the operational talent may be different than where you're going to find the sales. So we see a lot of people that go down to Houston because Texas Medical Center, incredible set of hospitals, great customers. You probably should have a sales rep there because there's a lot of business, but you won't find marketing people or supply chain or consultants or others in that community because they haven't built up a digital health or a medtech industry. So you may have a sales rep there. You may have a sales manager back home. You may have a marketing person in California or Minnesota, but be thinking about where you're going to find the talent and where you're going to find the market. They may not be the same thing, and that's okay, especially now that we have Zoom and other technologies that make managing a remote workforce more efficient. So I'll stop talking at you there and just say thank you. I hope you got a good bit of information out of that. If you have any questions, pop them in now. Otherwise, please feel free to reach out with any questions or any help that you might need. We'll have my contact information available after this. I'm going to stop sharing now, but you can keep adding questions. I'm going to hand it over to Rachel and Rock. Thanks, Frank. Thank you. So no questions? Okay, so bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc, Rock et moi allons vous présenter un petit peu de l'écosystème d'Investissement Québec. Je vais donc partager mon écran, ça ne sera pas très long. So we'll go from French to English on this one because much of the audience right now is a Quebec audience, and we will be explaining the products and what we're doing this year at Investissement Québec International. Alors, Investissement Québec, je ne sais pas combien de vous sont familiers avec notre nouvelle structure. En fait, depuis juin 2020, il y a eu un changement assez majeur dans l'organisation. Investissement Québec, qui était une organisation principalement avec un accent vers le financement des entreprises. Juin 2020, fusion de plusieurs organisations. On devient Investissement Québec une organisation de près de 1000 employés avec des délégations dans 24 villes au Québec, 10 bureaux à l'étranger. Ça, c'est sans compter nos bureaux vraiment commerciaux qui sont des délégations du Québec, donc qui relèvent plus du ministère des Relations internationales, mais qui ont une vocation économique. Donc, on est rendu avec une organisation qui offre des services, 4 types de services principalement, en financement, en service conseil, en international, en accompagnement technologique. En financement, on reste un partenaire majeur au niveau du prêt. On est axé aussi beaucoup quand on parle de sciences de la vie. Investissement Québec investit dans plusieurs fonds, donc qui eux-mêmes de capital de risque, qui eux-mêmes vont investir dans les entreprises à différents niveaux de développement. Mesures fiscales également. On a toutes sortes de crédits d'impôt d'intérêt qui sont gérés par Investissement Québec. En matière de financement aussi équité, on a une nouvelle direction, la vice-présidence Sciences de la vie,
qui a comme mandat d'appuyer des entreprises dans des sciences de la vie. Leur mandat, ça fait peu de temps qu'ils sont en opération, donc leur mandat est actuellement en construction. On comprend que leur stratégie s'en vient à être bâtie. On en saura plus probablement au cours des prochaines semaines, prochains mois, mais c'est un nouveau service qui peut être certainement important pour plusieurs entreprises. Donc, financement reste. Au niveau des services conseils, on avait le ministère de l'Économie, Innovation, les conseillers régionaux. Donc, c'est des conseillers qui sont là pour appuyer les entreprises dans leur développement, principalement en innovation et en exportation. Donc, c'est des interventions pour des diagnostics d'entreprises qu'ils font pour amener les entreprises plus loin. Et il y a aussi toute une myriade de programmes d'aide financière à l'innovation, à la productivité, à l'exportation, dont je vais vous parler un petit peu plus tard au cours de la présentation. Principalement deux programmes, programme innovation, programme exportation. L'international, on a deux volets principaux, ce qui est exportation, ce qui est prospection des investissements, donc attraction. On pourra revenir tout à l'heure aussi plus en détail. C'est bien sûr la direction pour laquelle Roch et moi travaillons. Et au niveau de l'accompagnement technologique, ça, c'est un ajout également de 2020. Donc, vous connaissiez sans doute le Centre de recherche industrielle du Québec, le CRIC. Donc, il y a des spécialistes vraiment dans des domaines très, très nichés de l'innovation qui accompagnent les entreprises dans des projets technologiques, projets aussi environnementaux, donc pour réduire l'empreinte environnementale. C'est un des angles qui a été développé récemment, de certains diagnostics par rapport à ça, donc pour augmenter l'efficience environnementale des entreprises. Et donc, ça, c'est des programmes, des services aussi qui sont offerts par Investissement Québec. Comment qu'on travaille chez nous? On travaille beaucoup en collaboration. Donc, suite à la présentation, vous allez avoir nos coordonnées. Si jamais vous avez de l'intérêt pour l'un ou l'autre de ces services, nous, on fait la boucle avec nos collègues. On ne vous laisse pas rebondir comme des balles de ping-pong à travers l'organisation. Donc, on fait les bons contacts, on s'assure que vous parliez aux bonnes personnes pour être à même d'atteindre vos objectifs. Et cela dit, Rachel, juste rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, on est la porte d'entrée vers l'international. Hein? Rachel mentionnait qu'on a 10 bureaux d'Investissement Québec à l'étranger, mais nous sommes également les gens qu'il faut voir, à qui il faut parler pour avoir accès au réseau économique du Québec, qui sont 33 délégations et bureaux à travers le monde. Et juste une dernière chose, Rachel, on va te repasser la parole, mais c'est important de savoir que pour les fins de nomenclature, notre discours est considéré une exportation, toute vente hors Québec. Donc, une entreprise québécoise qui voudrait vendre à Vancouver, Halifax, Toronto peut bénéficier donc des programmes et du support d'Investissement Québec International. I don't know if I should repeat this in English, but we're just saying here basically that Investment Québec is a large government agency that is at the same time the entry door for financial services, loans, participation in companies, and through our service is also the outdoor towards the rest of the world. Excellent. Donc, au niveau des sciences de la vie, comme on le disait précédemment, Roch et moi, nous divisons les entreprises, l'accompagnement sur les États-Unis. Roch pourra vous parler de notre organisation parce que Roch coordonne aussi au niveau général chez Investissement Québec International les interventions en santé des différentes directions. Donc, on a notre direction qui est direction États-Unis, mais il y a également des direction au Canada, direction de l'Amérique du Sud, direction de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique, et la direction Asie-Pacifique. Et donc, il y a des attachés, des conseillers comme Rachel et moi-même qui sont dédiés aux sciences de la vie pour toutes ces régions géographiques.
Donc, je vais vous parler un petit peu des programmes d'aide financière. On en a parlé tout à l'heure dans la section accompagnement là, de notre grande organisation. Donc, dans cette division, il y a l'accompagnement, il y a aussi des programmes d'aide financière qui sont des subventions. Donc, on ne parle pas de prêt ici, de prise de participation. On parle vraiment d'argent direct que vous recevez suite à la preuve de différentes dépenses que vous avez faites. On a plusieurs programmes en ce sens-là, mais j'aimerais vous parler de deux particulièrement qui sont pertinents, particulièrement pour les entreprises des sciences de la vie. Le premier programme, c'est le programme Innovation. Probablement que certains d'entre vous en ont entendu parler. Par le passé, il y avait différents programmes qui touchaient à l'innovation. Au cours, je pense que ça fait 1 an ou 2 maintenant, qui ont rapatrié les différents programmes sous un seul umbrella. Donc, on a un programme qui est vraiment de développer l'entreprise, des projets d'innovation, de l'idéation de l'idée jusqu'à la vitrine technologique. Donc, la vitrine technologique, c'est le moment où une entreprise a développé son produit, il est prêt à commercialiser, mais doit avoir un premier client. C'est un modèle qu'on peut voir facilement dans le secteur de la santé, où ce que vous avez une technologie et qu'il y a un enjeu technologique, puis une difficulté de vraiment avoir un nouveau client parce qu'il y a un risque technologique, un risque financier pour le client. Donc, un modèle qui s'adapte très bien aux sciences de la vie. Disons que c'est un projet avec un hôpital spécialisé aux États-Unis. C'est difficile de faire la première vente. Il y a un risque pour l'hôpital. Est-ce que ça change les processus? Frank en parlait tout à l'heure. Ça bouge plusieurs choses au sein de l'hôpital. Il y a un coût d'adoption de votre technologie, outre le coût du produit à mettre en place la technologie. Alors, vous faites une entente avec cet hôpital-là, ce client-là, en disant, bien, on va payer une partie des frais parce que dans le cadre du programme vitrine technologique, vous pouvez avoir une entente qui permet de financer jusqu'à 50% les frais de votre vitrine technologique. Donc, c'est donc un programme très, très intéressant pour avoir des avantages après ça au niveau de l'offre que vous pouvez faire à votre client. Ça va jusqu'à 350 000 d'aides financières. Donc, c'est non négligeable. Et ce qui doit sortir de votre projet, c'est de pouvoir dire, bien, ça va servir de vitrine. Donc, d'autres clients potentiels vont pouvoir venir voir sur place l'application de ma technologie ou de manière virtuelle, je vais développer quelque chose qui fait que ça va être un propulseur pour mes ventes sur le marché US. Et Rachel mentionne les hôpitaux, mais c'est des clients en général, ça peut être une grande pharma, un centre de recherche ou quoi que ce soit qui est une clientèle qui peut servir par la suite donc de vitrine technologique. Voilà, et là, je mettais un cas de figure vraiment qui se retrouve à la fin du giron de R&D, mais ça peut aller aussi à un programme, un début d'un projet vraiment de recherche et développement en collaboration avec des joueurs de l'écosystème. Ça peut être des collaborateurs au Québec, ça peut être à l'international, un hôpital québécois qui va vous aider à développer votre technologie ou un centre de recherche spécialisé, ou ça peut être aussi seulement à l'interne. Donc, ça, c'est une nouveauté des dernières années. Ça peut être un projet interne de R&D où ce que vous avez des salaires et donc on subventionne une partie de ces salaires-là. Ça va de 30% à 50% les coûts qui peuvent être pris en compte, dépendamment si c'est un projet seul ou justement avec d'autres partenaires, entreprises ou centres de recherche. Donc, vraiment un programme à garder en tête. Et l'autre programme dont je voulais vous parler est le programme de soutien à la commercialisation des exportations, PSCE, l'ancien programme exportation. Par le passé, on l'appelait le programme exportation. C'est une nouvelle mouture qui, le PEX, crois… Hein? On avait le PEX, l'ancien PEX. C'est une nouvelle mouture qui date, je crois, de décembre, janvier, assez récent, mais ce qui est très intéressant,
C'est les deux volets principaux, volet 1 et volet 3. Donc, volet 3, la nouveauté, c'est l'aide accordée aux entreprises de 100 millions et plus. Donc, des grandes entreprises qui autrefois avaient de la difficulté à se qualifier pour le programme. Et le volet 1, c'est le programme un peu tel qu'on le connaissait, mais avec des ajouts importants. Donc, par le passé, on avait le programme, on avait des dépenses de conseillers, de spécialistes à l'exportation qui étaient admissibles. Maintenant, non seulement on peut avoir un spécialiste interne à l'exportation, mais on peut se faire financer des représentants qui sont basés aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, qu'on peut aller chercher jusqu'à 50% de leur salaire. Toutes les dépenses en lien avec une homologation, donc encore une fois dans le secteur de la santé, FDA approval. Frank parlait aussi de toute la stratégie de reimbursement. Donc ça, c'est le genre de dépenses qui peuvent être prises par le programme PSCA. Donc, vous faites affaire avec un consultant spécialisé qui vient vous aider dans votre stratégie auprès de la FDA et de remboursement. C'est des coûts qui peuvent être admissibles au programme. Donc, un sérieux coup de main qui passe de 40% à 50%. Donc, bien sûr, pour ces deux programmes-là, il faut avoir une entente avec votre conseiller régional à l'exportation. Pour ceux qui n'ont pas de contact avec les conseillers régionaux, donc n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Roch. On vous mettra en contact avec la bonne personne. Le programme a été lancé assez récemment, donc il y a un certain goulot là, dans les demandes. Donc, je crois que aussi, ce qui est important à mentionner par rapport à la nouveauté, il y a deux choses qui sont vraiment très, très importantes à faire remarquer. C'est le montant maximum est passé de, je crois que c'était 50 000 par année à 350 000 par année de subventions qu'une entreprise peut bénéficier. Alors, c'est énorme. Et quelque chose d'autre qui est très relatif aux sciences de la vie, c'est qu'il y a dorénavant un volet dans le programme de soutien à la commercialisation, à l'exportation, pour une mise en marché au Québec. Donc, d'une nouveauté, d'une innovation, de quelque chose, parce qu'on est maître chez nous. Donc, et ça suit l'idée, mais pour exporter, c'est bon de montrer que notre produit est déjà utilisé chez nous. Donc, c'est une façon de donner un coup de main. Introduire une innovation, un produit ou un service au Québec en vue d'exporter. Et donc, des dépenses à ce niveau-là sont maintenant admissibles. Excellent. Merci, Roch. Effectivement, précision importante. Je veux seulement ajouter, je reviens un peu en arrière pour le programme Innovation. Il y a une date de tombée prochaine, le 29 mars, pour soumettre un dossier. Ça vient assez rapidement. Les autres dates ne sont pas encore connues. Mais donc, vous aurez l'information prochainement, mais pour les prochaines demandes, donc vraiment 29 mars, date de tombée. Excusez-moi, je regardais en même temps les questions dans le chat. Les frais d'inscription à des congrès, oui, sont pris en charge. Donc, vous pouvez contacter votre conseiller régional pour voir comment ça fonctionne. Normalement, l'information est quelque chose qui peut être accessible en ligne, là, donc vous pouvez montrer avec preuve à l'appui avec le site Internet les coûts qui seront facturés. Frais d'inscription, frais de voyage, tous les coûts là, pour faire la documentation en termes d'une conférence, c'est très large. Puis, on ne vous a pas fait une présentation, on n'a pas d'acétate relié au programme qu'on vous a mentionné aujourd'hui. On pourra envoyer, n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez besoin de plus d'informations. En ligne, il y a beaucoup d'informations, donc programme innovation, programme de soutien à la commercialisation des exportations. Investissement Québec, vous allez trouver en ligne. Je vais le mettre dans le chat, là, les informations sur les deux programmes.
Alors, voilà, vous pourrez avoir un peu plus de détails là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions. So, I hope we're not losing the crew in Minneapolis, Frank and the posse over there. On parle en français. Les gens de Minneapolis, nos partenaires, vont bientôt pouvoir converser en français également. Merci, Rachel. Je voudrais revenir tout simplement avant de terminer sur, on vous a parlé beaucoup au niveau des subventions, au niveau du big picture, macro, ce que Investissement Québec peut faire pour vous et avec vous. Mais on va retourner plus au plancher des vaches, c'est-à-dire pour voir dans le quotidien comment on travaille avec vous. Et je crois qu'à ce niveau-ci, on va tout simplement vous expliquer un concept de cohorte qu'on est en train de développer, cohorte exportatrice. Et on va vous glisser un mot sur la programmation 2022-2023 qui vient d'être approuvée pour les sciences de la vie. Alors, les sciences de la vie, c'est très large. Comme vous comprendrez, ça va de la santé animale jusqu'à l'AI appliquée à la santé. Alors, il y a beaucoup, une clientèle qui est très vaste et Investissement Québec International peut évidemment traiter un certain nombre de demandes comme il faut de suivre des clients. Alors, nous avons choisi de concentrer nos efforts dans à peu près 6 ou 7 sous-secteurs prioritaires pour nous. Je ne vais pas tous les nommer, mais les medtech, la santé digitale, l'oncologie. On a créé des cohortes exportatrices pour travailler avec nos gens en poste et à trouver des occasions d'affaires pour vous. Et vous, on parle des entreprises québécoises et vous savez, traditionnellement, lorsqu'on était au ministère et chez Investissement Québec, on organisait beaucoup de grandes conférences, la participation à des salons avec des kiosques, des gros événements et tout ça. On va continuer à le faire pour des incontournables, mais on va vraiment faire un virage vers un accompagnement individuel d'entreprise, voir vos besoins spécifiques, fixer des objectifs clairs, mesurables dans le temps et au niveau de KPI et tout ça. Alors, nous sommes en train de faire un peu un virage vers faire moins de gros événements et tout ça, et davantage l'accompagnement personnalisé ou des missions commerciales qui ciblent vraiment une niche en termes de sous-secteur ou une région spécifique. Alors, pour faire cela, nous avions traditionnellement une programmation annuelle. Et Rachel, on va partager un petit peu avec vous ce qu'on sait qui va avoir lieu en cours d'année. Et puis, ça va vous donner non seulement une idée de la direction dans laquelle on va, mais si vous avez intérêt, évidemment, à participer à quelconque de ces activités, ben, reach out, on vous invite à discuter avec nous. Alors, je n'ai pas la programmation devant moi en ordre chronologique, alors on va y aller un petit peu de mémoire, mais je peux vous dire que nous allons travailler avec des cohortes, donc des sous-secteurs de l'industrie. Une première activité devrait avoir lieu au mois de mai avec les organisations de recherche contractuelle qu'on va amener sur une mission bien ponctuelle à Boston, des CRO qu'on appelle Contract Research Organization. Alors, c'est un segment de marché qu'on va travailler davantage cette année. Il y aura une première mission au mois de mai à Boston dans ce niveau-là. Dans les incontournables, les gros shows, les big conferences with booths and everything qu'on va faire au courant de l'année, on discute de bio qui va avoir lieu donc à San Diego au mois de juin. Le Québec qui sera avec une importante délégation et un kiosque. Et un autre gros événement incontournable est Advamed, le MedTech Conference qui aura lieu en octobre à Boston cette année. Donc, dans ces deux cas-là, nous savons que nous allons avoir un kiosque, une grosse délégation et tout. Mais sinon, ce sera des activités plus ponctuelles, n'est-ce pas? Nous devions participer à Arab Health qui a été annulé le mois dernier. On va voir si on le refait en 2023. Et sinon, nous avons des missions bien ponctuelles sur le New Jersey, Maryland, en biotechnologie au mois d'octobre. Une superbe activité au Minnesota avec les gens de Medical Alley. Je vais te laisser en parler, Rachel.
We had a really good relationship with Medical Alley, and truly we had a really great experience in the last 12 months. So we're really looking to foster on that and to increase that relationship and continue. So we're planning to have also boot camp with Quebec companies with really good potential on the market. So we will have a recruitment of 10 companies that we want to have to really have a training by Medical Alley and to introduce them to the ecosystem and to be able to scale up for the US market. Je veux juste rajouter en français. Nous avons fait un projet pilote en 2021 avec Medical Alley où nous avons créé un bootcamp, qui s'étendait sur une période de 4 mois, qui était la plupart virtuelle, mais qui se terminait en présentiel à Minneapolis, dans le cadre d'Advamed, la conférence MedTech Conference. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire pour les compagnies qui ont participé. Le bootcamp est destiné, ce n'est pas pour des startups, c'est vraiment pour des entreprises qui sont au niveau de la commercialisation et qui veulent principalement commercialiser sur les États-Unis et qui veulent avoir le petit coup de pouce que ça manque. Là, parfois, que ce soit avec des conseils, Frank et son équipe, la présentation à des partenaires locaux aux États-Unis via Medical Alley et tout ça. Alors, ça a été une très, très belle expérience qu'on va répéter pour une deuxième année. Les places sont limitées. Les invitations devraient sortir, nous imaginons, à peu près au mois de mai, avril, quelque chose. Le recrutement se fera en juin. Et le bootcamp, cette année, on va raccourcir la durée, sera de nouveau hybride avec des sessions à Montréal et à Minneapolis. Donc, au début à Montréal, à Minneapolis à la fin. Et de septembre à décembre, début décembre, il y aura également une série d'ateliers, de workshops qui seront en ligne. Le tout se terminera par ailleurs par une mission commerciale à Minneapolis, sans doute au mois de décembre, qui va être élargie à des entreprises, à plus d'entreprises que participants du bootcamp. On vous rappelle, Minneapolis est le haut lieu de tout ce qui est technologie médicale aux États-Unis et à travers notre partenaire Medical Alley, nous avons des accès privilégiés aux grands joueurs. Au niveau de la programmation, Rachel, je ne sais pas si on a des trucs à rajouter. Évidemment, il peut y avoir des activités qui se rajoutent en cours de route. Nous devrions avoir 2 activités qui se déroulent sur l'Asie, au Japon, un BioJapan et possiblement un roadshow, une activité en Inde avec un groupe d'hôpitaux en Inde. On est en train de voir sur l'Amérique latine du présentiel sur l'année. Ce n'est pas certain si on va faire une activité en présentiel en Amérique latine, mais il est possible qu'on fasse un accueil d'acheteurs de ce continent. Et il y aura de mémoire, Rachel, 2 roadshows ou missions en Europe également au cours de l'année, pas nécessairement rattachés à des conférences ou des salons. On ne fera pas de médicats cette année. On n'est pas certain si on fera, j'ai vu que Jean-Michel était là, on n'est pas sûr si on fera le Biotech Showcase Hérésie en 2023. Alors, pour le moment, c'est à déterminer. Voilà. Au niveau des États-Unis, on regarde aussi pour Vive équivalent de HIMSS, qui va avoir lieu en mars. Vive might be also a conference that Medical Alley might be interested to participate, so maybe that will be another partnership, but we'll probably be there too. So if you have any interest in that show, just please send me an email and we'll get in touch. Mars 2023. 2023. D'accord. Vive a lieu cette semaine ou la semaine prochaine. C'est une recommandation, en fait, de Frank et de son équipe chez Medical Alley pour dire, écoutez, regardez, il y a des alternatives intéressantes à HIMSS qui c'est rendu tellement gros et tout ça, donc au niveau de tout ce qui est TI, santé,
Vibe semble être une petite, and you can maybe comment on it, Frank, but it seems to be an up-and-coming conference where the deciders are, not the vendors, the deciders. C'est à peu près ça. Je vois qu'il y a quelques questions. There's a few Q&Rs. I can't see the questions, so I don't know if Rachel, can you see them or can we? Oui, je pense qu'on a répondu. Je crois avoir répondu aux questions qui étaient dans le chat. Si jamais j'oublie, vous pouvez soit le renvoyer ou soit ouvrir. I'm on it here. PSCE, demander des offres de services pour les frais d'inscription des congrès, oui. Maximum accumulation government financial aid. Valérie, 75% due to the economic crisis. IRAP allows 100%. I'm not sure what the question is, but usually the aid goes from 40 to 50% pour les frais de consultant, les remboursements. Pour les aides gouvernementales, le cumul, en fait, il faut voir ça vraiment cumul par projet. Hein. Donc, il y a une notion que vous pouvez un peu jouer avec ça. Pour le programme exportation, je ne l'ai pas en tête. Pour le programme innovation, ça va de 50 à 75 dépendamment du type de projet. Programme PSCE, c'est programme exportation. Le nouveau programme de soutien à la commercialisation aux exportations. Par le passé, c'était 50 mais je pense qu'il est rendu à 60 si je me rappelle bien. Donc, vous avez un 10 que le programme Canexport du gouvernement fédéral, par exemple, peut venir combler. Je vois 3 questions de Mike Boutin. Bonjour, Mike. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Maintenant, simplement pour le volet 1 du PSCE, il faut savoir que le PSCE, ce ne sont pas des volets. Oui, ce ne sont pas des volets. Le volet 1, volet 2, c'est le programme innovation. Le PSCE est un programme qui finance des activités internationales. D'accord? Donc, lorsque tu demandes, Mike, si on peut aller chercher du financement international, ce serait oui. Par exemple, participer à un événement comme Biotech Showcase Hérésie, vous pouvez inclure les frais pour vous rendre à un tel événement ou un voyage pour aller rencontrer des lycées. Ça peut tout être passé dans le PSC. Je regarde les autres questions. Just looking at the other questions. Bonjour Jean-Michel. Le deuxième lien semble ne pas fonctionner. Donc, Rachel, je ne sais pas quel deuxième lien. Oui. Pour le bootcamp, donnez-vous la chance au Early Stage Startup en télésanté, la demande d'Emmanuela. So we're asking here if for the bootcamp there are early stage startups in telehealth. On va recevoir des candidatures et faire nos choix en conséquence. Généralement, on a tendance à dire les startups, dirigez-vous vers les services qui sont disponibles au Québec dans les différents accélérateurs, incubateurs dédiés à la science de la vie. Et nous, notre clientèle pour le bootcamp, c'est généralement les gens qui sortent de ces accélérateurs ou incubateurs et qui sont market ready. C'est important à dire, I'll say it in English so Frank gets all of this. The question here, are early stage startups in telehealth, for example, eligible for the bootcamp? And I'm basically saying, well, it is something for companies that are market ready, what we call scale-ups generally. And we receive some candidates for the bootcamp and we select in accordance to the fit. Et là, je vais vous dire, il y a des entreprises l'année dernière qui étaient excellentes et qui auraient été très, très bonnes pour faire le bootcamp, mais nous avons 10 entreprises à choisir et on a une préoccupation aussi qu'une complète l'autre et que ce soit peut-être qu'il y ait une ligne directrice dans le type de service offert pour ensuite, quand on va vers la clientèle, que ce soit oncologie, que ce soit un device plus spécifique un traitement ou un autre. Merci donc, maximum 25% Valérie, d'accord. Jean-Michel, tu as mis d'autres liens. Merci beaucoup.
these are all the questions I can see on that Q&A. There were 10. Discussion. Well, there are the links that Rachel and Jean-Michel so kindly gave us. All right. So how's your French, Frank? My Spanish is good enough that I get like every 8th or 9th word. But I bet by the end of this program, I'll be up to like every 5th word. Great. Excellent. Listen, I think we went through the Q&A here. I would like to thank very much the participants. Merci beaucoup aux participants. Je crois, nous croyons que les États-Unis est définitivement un des plus importants marchés pour les sciences de la vie. C'est le pays qui dépense de loin le plus. Nous avons une forte équipe qui nous aide sur le terrain là-bas et ici à Montréal et nous sommes très, très, très enthousiastes à travailler avec vous pour développer vos exportations un peu partout dans le monde. I have nothing to add to that, Frank. It's a great discussion, great group. Thank you for so many questions. I think we got 25 total questions, which is pretty awesome to see. And we will do it again very soon. Thank you so much, Frank, for this wonderful session of workshops we did throughout the year. I did mention it in French, but we're repeating everything we did with Medical Alley. We are repeating the workshops. We will have a series of workshops in 2022-23, which will cover the main topics that are of interest, free workshops. We will be doing the boot camp for a second year, and we're building on this, and this is really something we want to go on the long run. We want to build a solid relationship with Medical Alley, and we're on the right track. Indeed. No, we look forward to it, and I look forward to meeting many of you out there in the audience, hopefully soon this year. Hope so. Merci beaucoup, Frank. Thank you. Thank you, everyone. Have a great day, and we'll see you again soon.